Bonjour nos chers téléspectateurs, vous tous les amis de votre magazine de préférence, de mon magazine. Et réel plaisir est pour nous de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces nouveaux numéros que nous voulons parler de la responsabilité pénale. C'est ça notre thème du jour, surtout le thème principal de ces numéros. Nous avons toujours été errés parce que nous savons très bien, lorsque vous suivez nos émissions, vous donnez vos commentaires, vous écrivez et surtout aussi des reproches, ça nous encourage plus à toujours mieux faire, à ce que vous puissiez être toujours dans l'actualité de ce que nous sommes en train de faire à ce qui concerne les informations. Aujourd'hui, pour vous, nous avons invité le maître Eli Matangila, avocat du barreau des Matete, et avec lui, nous allons parler de certains points très importants. Alors là, d'entrée de jeu, pour ne pas monopoliser la parole, passe déjà. Bonjour, maître Eli. Bonjour, monsieur David. Comment sentez-vous aujourd'hui? Oui, je me sens très bien et surtout je me sens privilégié d'être ici, d'être invité dans votre plateau. Et pour moi, en tout cas, c'est une fierté d'être ici à présent. Ok. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir répondre à notre invitation aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème très important et sensible, la responsabilité pénale. Vous, en tant que juriste, pourriez-vous nous dire qu'entendons-nous par la responsabilité pénale? Merci beaucoup, monsieur David, pour cette question si pertinente. Cette question qui est vraiment liée au quotidien, parce que beaucoup ont cette vicissitude de comprendre quand est-ce qu'il y a responsabilité pénale et quand est-ce qu'il n'y a pas responsabilité pénale. Alors, la responsabilité pénale est une responsabilité qui se résume à une infraction. Donc, la responsabilité pénale, c'est le fait pour une personne qui a commis une infraction de porter sa responsabilité, donc de répondre à cet acte infractionnel, à cet acte qui va à l'encontre de la loi. Oui. Parce que quand on parle d'une responsabilité pénale, nous faisons allusion à une norme prévue, écrite, déjà quelque part, et cette norme-là doit respecter. Donc, toute personne qui va à l'encontre de cette norme-là, automatiquement, commet une infraction, et par là, on lui colle carrément l'étiquette de cette responsabilité pénale. Donc, voilà. Maintenant, dis-nous un peu, c'est un peu d'être clair. Lorsque nous parlons de la responsabilité pénale, nous voyons qu'il y a plusieurs, c'est un arbre de parties. Lorsqu'on parle des, disons-nous, en bref, c'est quoi les ressorts de cette responsabilité pénale? Bon, la responsabilité pénale n'a que comme ressort l'infraction. Donc, si on doit parler de la responsabilité pénale, il faudrait d'abord qu'il y ait une infraction. Donc, l'infraction, c'est, je dirais, le seul ressort qui donne naissance à la responsabilité pénale. L'infraction, quel genre d'infraction? Donc, quand on parle d'abord d'une infraction, on parle d'un acte. On parle d'un acte qui est condamnable par la loi. On parle d'un acte immoral condamnable par la loi. Mais attention, tout acte qui est immoral n'est pas une infraction. N'est pas une infraction. Il y a aussi des actes immoraux qui ne constituent pas l'infraction. Or, une infraction, c'est tout acte immoral prohibé, qui est sanctionné, qui a sa peine prévue dans les textes pénals. Je prends un exemple. Une personne qui a volé a commis une infraction parce que le vol est prévu dans la norme pénale. Donc, toute personne qui vole est susceptible de poursuites pénales. Vous voyez? Mais par contre, quand quelqu'un vient juste là devant vous pour vous toiser, quand quelqu'un, par exemple, vient devant vous pour vous demander un service et que vous refusez,
Ça n'a rien à voir avec l'infraction. Rien à voir. Parce que beaucoup confondent les sanctions disciplinaires et les sanctions pénales. Vous voyez un peu. Alors, il est très important qu'on puisse essayer de bien expliquer ça, pour ne pas que la plupart, évidemment ceux qui nous suivent actuellement, ne se perdent pas. Oui. Donc, retenez tout simplement qu'une infraction est un acte immoral qui est prévu dans un texte, qui est prévu dans une norme pénale. Donc, c'est tout ce que vous aurez à retenir sur l'infraction. Voilà. Oui, nous avons entendu l'infraction à trois arbres de partie, trois étapes. Peut-être on va parler de morale, le matériel et le légal. Cela veut dire quoi, par exemple, si vous voulez nous expliquer encore cela? Quand on parle d'infraction, aussi il faut souligner un élément très important. On parle aussi d'éléments consécutifs qui constituent l'infraction. Et les éléments consécutifs qui constituent l'infraction, nous en avons trois. Nous avons l'élément moral, nous avons l'élément matériel et nous avons l'élément légal. L'élément légal, déjà, comme je venais de le dire, on fait allusion à une norme, à un texte prévu, à un texte déjà qui prévoit tout ce qui ne peut pas se faire au sein d'une société. Parce que l'infraction brise le pacte social au niveau de la société. Oui. Alors, qu'est-ce que l'État fait? L'État prévoit un texte dont toute personne doit respecter. Donc, le respect des textes est très important. Quand on ne respecte pas le texte, quand on va à l'encontre de ces textes-là prévus, alors automatiquement vous tombez dans l'infraction. Okay. Et là, nous sommes dans la phase de l'élément légal. Ok. Quand nous venons maintenant sur l'élément moral, c'est l'intention. C'est l'intention qu'avait l'agent. Bien qu'il n'a pas posé. Voilà pourquoi ce que nous avons les homicides volontaires et les homicides involontaires. Oui. Vous voyez? Par exemple, j'avais l'intention de vous blesser, mais en voulant vous blesser en donnant un coup, je vous tue. Donc là, je commets carrément un homicide involontaire. Vous voyez? Et je tombe dans le meurtre. Parce que là, vous perdez la vie, automatiquement. Le délit devient plus grave. Voilà, donc ça c'est l'élément. Dans l'élément moral, c'est l'intention qu'a l'agent de commettre l'infraction. Donc cette intention-là peut facilement jouer sur le fait qu'il avait voulu l'acte ou il n'avait pas voulu l'acte. Donc c'est ça l'élément moral de l'infraction. Et hormis l'élément moral, nous avons aussi l'élément matériel. L'élément matériel, c'est la matérialisation du fait. Parce que quand on parle d'infraction, on voit d'abord l'élément moral, comme je venais de le dire. L'élément moral, c'est quoi? C'est ce que l'agent prévoit dans son fort intérieur. Vous voyez? Bon, quand on prévoit seulement quelque chose dans son fort intérieur, ce n'est pas une infraction. Mais l'infraction vient quand cela vient se matérialiser. Dans sa concrétisation. Voilà. Donc, quand cela vient se concrétiser, c'est là que nous parlons d'infraction. Ok. Vous voyez? Donc là, maintenant, nous nous retrouvons dans l'élément matériel de l'infraction. Un exemple typique. Je viens, je vous donne un coup de poing. N'est-ce pas? Au visage ou au front, vous vous blessez au front. Automatiquement, cette blessure, cette petite blessure-là, c'est ça qui est l'élément matériel de l'infraction que moi j'ai causé. Oui, ça se voit clairement. Donc ça se voit clairement. Ça se voit clairement. Mais d'emblée, il ne faut pas oublier quelque chose aussi d'important, c'est que dans les infractions, il n'y a pas que les buts. Hein.
Donc, il n'y a pas que la concrétisation des faits, attention. Il y a aussi ce qu'on dit comme, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en marge de commettre une infraction, mais il y a un élément extérieur qui vient l'empêcher. Donc, il ne va pas dans l'objectif de commettre son infraction. Donc là, il y a ce qu'on appelle tentative. Vous comprenez? Donc, quand on parle de tentative d'infraction, donc on parle d'une infraction qui n'a pas tout à fait atteint ses objectifs, Voilà. mais il y avait déjà des actes préparatoires pour en arriver là. Vous voyez? Nous avons, entre autres, les infractions manquées, par exemple. Nous avons les infractions impossibles. Donc, dans les infractions manquées, par exemple, je peux prendre comme exemple, vous venez pour voler la voiture et vous vous mettez déjà en marche. Vous avez déjà tout prévu. Vous venez, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous voulez entrer dans la voiture pour démarrer, vous voyez quelqu'un. Donc, ça, c'est un acte extérieur qui vient vous empêcher de commettre l'infraction. Donc, quand la personne sort de la maison, par exemple, et vous trouve, et vous faites semblant, comme si vous étiez de passage, Oui. alors que l'ultime but était de venir prendre les véhicules et fuir avec. Vous voyez? Intention. Donc là, c'est tout simplement un élément extérieur qui est venu empêcher la réalisation de cette infraction-là. Oui, oui. Alors, avec les infractions impossibles aussi, c'est pareil. Je prends un exemple. J'ai une arme avec moi et je veux vous tirer dessus. Et que je me rends compte que en tirant, en appuyant sur la gâchette, je me rends compte que la gâchette ne sort pas des balles. Donc là, je suis dans une infraction impossible. Donc, j'ai bien prémédité l'acte, mais malheureusement, l'acte n'a pas atteint son objectif, pas parce qu'un élément extérieur est apparu, mais c'est par maladresse. Ouais. Donc, sans savoir que l'arme ne contenait pas des balles dedans, et j'ai voulu vous tirer dessus. Donc, ce qui signifie que si il y avait des balles dans l'arme, je vous aurais assassiné, je vous aurais tué. Donc, ce sont aussi des infractions. Ok, merci beaucoup. Je pense que nos chers téléspectateurs, lentement, sûrement, nous tendons déjà vers la fin de ces numéros parce qu'on vous avez très bien dit, la télé c'est le temps, on ne va pas durer parce que nous allons beaucoup parler par rapport à ces sujets. Ça ne sera pas seulement cette émission, nous allons l'inviter encore au prochain numéro pour que nous discutions à propos de ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà, nous voulons dire ceci, à ce qui concerne maintenant les consommations de peine. Lorsque quelqu'un commet une infraction et qu'il doit peut-être consommer sa peine, est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui n'y font pas dans la loi? Et comment peut-on les appeler? La responsabilité pénale, déjà, ne concerne pas toute personne. Comment ça? Il y a des personnes qui sont exemptées de la responsabilité pénale, peu importe les infractions qu'ils commettent. Même Entre si autres, nous avons les enfants mineurs de 14 ans oui. et moins de 14 ans. Nous avons les déments. Nous avons les personnes qui sont contraintes. Nous avons des personnes, qui font face, qui commettent des infractions tout en faisant face à des contraintes irrésistibles. Vous voyez? Ce sont ces gens-là Tels que les sourds. qui sont carrément réduits à la responsabilité pénale. Quand je dis réduits, donc ils sont carrément en dehors de la responsabilité pénale. Mais attention, ça ne veut pas dire que si ces gens-là ne peuvent pas être poursuivis pénalement, mais il y a aussi des sanctions liées. Il y a aussi des sanctions administratives
qui peuvent être imputés, sanctions civiles. Donc, on vous soumet, par exemple, à des frais que vous devez payer. Vous voyez, bien que vous ne répondez pas pénalement. Donc, c'est ça. Un enfant mineur, comme le dit la loi du 10 janvier 2009, un enfant mineur de 14 ans et moins de 14 ans bénéficie d'une présomption irréfragable. Et les déments, ce sont des personnes qui ont des incapacités. Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes mentaux. Donc, ce sont des gens qui sont carrément exclus de la responsabilité pénale, peu importe l'infraction commise. Et une personne qui est contrainte de commettre une infraction, qui est liée à une contrainte pour commettre une infraction, je prends un exemple. On vous met une balle sur la tête. On vous demande, par exemple, de brûler ces véhicules. Si vous ne brûlez pas ces véhicules, c'est vous qu'on va tuer. Donc, vous commettez l'acte infractionnel, pas parce que vous l'aviez voulu, mais vous le commettez par contrainte, indépendamment de votre volonté. Voilà. Et automatiquement, vous êtes exclu de la responsabilité pénale. Donc, voilà. Oui, merci beaucoup. Qu'entendons-nous par la légitime défense? La légitime défense, c'est un fait pour toute personne qui se défend par rapport à un acte injuste vis-à-vis de lui. Parce qu'on doit retenir quelque chose. Pour qu'il y ait légitime défense, il faudrait qu'il y ait une agression injuste vis-à-vis de vous. Donc l'agression doit être injuste. Et puis, quand vous vous défendez, même pendant la défense, il faudrait qu'il y ait une proportionnalité pendant la défense. Parce que les gens confondent. Dans la responsabilité pénale, l'acte doit être instantané. Donc, quand une personne vient avec un couteau pour essayer d'attenter à votre vie, pour vous tuer, vous vous défendez. Et défendez-vous par rapport à la proportionnalité des faits. Donc, si la personne a utilisé le couteau, vous n'allez pas utiliser une arme. Vous voyez? N'allez pas utiliser quelque chose de plus que le couteau. Vous aussi utilisez le couteau. Donc, utilisez quelque chose qui est en proportionnalité avec ce que l'agresseur a amené. Je prends un exemple. Quand quelqu'un vient, vous donne une gifle à la joue, et vous prenez un bâton, vous lui cognez à la tête, et la personne décède sur place. Là, il n'y a pas de proportionnalité de fait. Donc, il faudrait toujours rester dans le cadre de proportionnalité des faits. Donc, la légitime défense, c'est quelque chose qui doit se mesurer. Parce que on ne peut pas... je prends un exemple. Quelqu'un qui vient vous agresser chez vous, quelques minutes après la personne rentre chez lui, le lendemain, vous allez le tabasser. Ça, ce n'est plus une légitime défense. Ça, c'est toute autre chose. Ça, c'est une agression. La légitime défense doit se faire de manière proportionnelle et instantanée, immédiatement. Donc, vous agissez au même moment que l'agresseur. Voilà. Quand est-ce qu'une personne n'est pas poursuivable pénalement dans le cadre de la légitime défense? Une personne n'est pas poursuivable pénalement dans le cadre de la légitime défense, comme je venais de le dire, s'il agissait en proportionnalité. Très bien. Donc, s'il mesurait ses faits et gestes par rapport à l'acte, par rapport à l'action. Donc, cela signifie quoi? Agir instantanément. Ne pas chercher à agir en désordre, soit provoquer une personne, et quand la personne
cherche à réagir par rapport à votre provocation et ensuite vous tapez sur la personne, ça en tout cas, vous serez poursuivable pénalement. C'est faire justice. On va vous poursuivre. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez commandité l'acte en premier. Donc, vous avez provoqué, Donc, vous avez incité, et l'autre a réagi moyennant des coups. Ok. Et vous aussi, vous avez agi. Alors là, nous ne sommes plus dans la légitime défense. Ça, c'est une manière de se faire aussi justice, d'une certaine manière, entre guillemets. Oui, ok, merci beaucoup. Je pense que nous tendons déjà vers la fin. Nous avons encore plusieurs questions. Ce sont des sujets dont on aura à répondre cela dans d'autres numéros. Nous voulons entrer un peu à un sujet fréquent que nous voyons aujourd'hui dans la cité, dans nos avenues, dans la rue, dans tout ça. Parlons un peu de l'affaire de la police, par exemple, avant que nous retournions de notre sujet avant de faire cette émission. Parce que les arrestations qui se font là, elle est logique. Comment voyez-vous ça? Bon, merci beaucoup pour la question, Monsieur David. Par rapport à ma manière d'apprécier le travail que fait la police judiciaire, la police congolaise en particulier, moi, je constate plutôt que nous avons une police, pour la plupart, qui ne comprennent pas très bien leur travail et qui ne comprennent pas très bien pourquoi est-ce qu'ils sont appelés policiers. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il suffit de suivre nos émissions, entre guillemets, il suffit d'aller sur TikTok, vous y trouverez beaucoup de victimes. Vous y trouverez des gens qui se plaignent, non, voilà, je venais d'une fête la fois passée, en rentrant à la maison, il y a eu 2 policiers qui m'ont ravi mes 2 téléphones, qui m'ont ravi par exemple mon porte-monnaie, c'est une agression, qui m'ont ravi mes pièces d'identité. Alors que toute personne a le droit de circuler. C'est ce que dit l'article 30 de la Constitution. Que toute personne vivant en RDC, donc dans le territoire national, a le droit de circuler, peu importe l'heure. Mais aujourd'hui, vous trouverez des policiers qui viennent mettre la main sur les gens, sur des paisibles citoyens. Pourquoi? Comme cause de l'infraction, c'est vagabondage inutile. Or, le vagabondage inutile n'est pas une infraction. Elle n'est pas prévue dans la norme pénale. Alors, quand un policier vient vous arrêter pour vagabondage, c'est ce qui s'est fait. Il y a un jeune frère à moi qui a été interpellé par rapport à ça par la police pour vagabondage. Et on l'a arrêté, on l'a amené dans un sous-siat. Et on a commencé à les questionner, où tu vois, puis Héroyo, et tout, et tout, et tout. Sur quelle infraction? Sur quelle infraction? On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, moi, je préfère mettre ces points. Ça, ce sont des arrestations, ce sont des arrestations arbitraires. Donc, les arrestations Oyo, ezakaka na mitu ya ba policier na biso. Donc, loi ezo prévoir yango te. Policier kaka ye moko alala la muki akei akangi mutu. Oh non, tozo kango pona vagabondage. Vagabondage est infraction, nous avons droit au temps la nenga lingi. Donc, constitution na biso elobi yango. En article 30, R nyoso mutalingi, nous avons droit au vanda, et si ka nyoso alinga vanda, na kati mboko na Congo. Il faut choisir une identité, par exemple. Non, mais la nationalité congolaise, elle est acquise par naissance ou par acquisition. Donc, automatiquement, on doit vous octroyer des documents, entre autres les certificats de nationalité, une carte d'électeur. Il y a toujours une pièce qui prouverait que vous êtes congolais. Il y a toujours une pièce. Et tout Congolais a le droit de fréquenter les milieux qu'il veut, a le droit d'habiter où il veut, ou d'aller où il veut.
Parce de qu'il y a sillonner pas- comme il Il n'y veut. a pas un problème Ce n'est d'instruction. pas une infraction. Si on donne les instructions peut-être chez le chef, il donne d'autres instructions, les policiers viennent faire d'autres choses. Par exemple, peut-être c'est à ces points-là ou bien ce sont des instructions venues de la base. Et non, allez-y, arrêtez la vagabondage tel que vous venez de le dire. Bon, personnellement, Oui. en voyant l'attitude de nos policiers dans nos cités, je ne suis pas sûr que ce sont des décisions prises par la haute hiérarchie. Moi, je pense que les policiers qu'on envoie sur le terrain, la plupart de nos APJ n'ont pas fait des études. Je dis bien la plupart. Bon, excusez-moi pour le terme, ce n'est pas une manière de dénigrer la police congolaise, mais la plupart de nos policiers ne comprennent pas très bien la loi. La plupart de nos policiers qu'on envoie sur terrain agissent souvent par rapport à un excès de pouvoir. Donc pour lui, le simple fait d'être policier, de porter une tenue, l'octroie le droit d'arrêter qui il veut et quand il veut. Mais moi, est-ce que lorsque la population... Par exemple, M. David, j'aimerais un peu finir. Oui. Par exemple, je connais un monsieur qui est chauffeur, qui habite à Kinshasa Nasuka. Le monsieur, une fois, quittait chez lui à la maison à 4 heures du matin pour se rendre au boulot, bien sûr, il est chauffeur. Il y a quelques policiers qui l'ont interpellé en cours de route. Il demanda où il allait à cette heure-là et pourquoi est-ce qu'il s'est promené à 4 heures du matin. Or, se promener à 4 heures du matin n'est pas une infraction, n'est pas prévu dans la norme pénale. Ils ont commencé à le questionner, ils ont commencé à le compliquer et ils l'ont arrêté, ils lui ont fait perdre du temps, bien qu'ils l'ont libéré par après. Ça, déjà, c'est faire obstruction à la liberté individuelle. Ça, c'est une violation des droits fondamentaux. Comment est-ce qu'un policier peut arrêter une personne juste parce que la personne s'est baladée à 4 heures du matin? Dans quel texte avions-nous prévu qu'on devait arrêter des paisibles citoyens qui se promenaient à 4 heures du matin, par exemple? Non. Donc, si seulement la Constitution, qui est la loi fondamentale, donne la permission à tout Congolais d'aller où il veut à n'importe quelle heure, ce n'est pas une infraction. Donc, en conclusion, je dirais que la police congolaise, est une police qui doit vraiment apprendre c'est quoi l'infraction et qu'est-ce qui n'est pas infraction. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des réformes sérieuses au sein de notre police judiciaire afin d'éviter ce genre de situations désagréables que nous vivons dans notre société. Merci, nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin de ces numéros et nous voyons surtout dans la cité, lorsque la population, est-ce qu'un civil peut appeler un policier Mokonzi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui entre la population et la police, qui est le chef. 1 minute, 30 secondes, répondez-nous avant. Merci beaucoup pour la question. Entre la police et c'est la population qui est le patron. Mais chez nous, c'est le contraire. Parce que la police est là pour veiller à la population et veiller au bien de la population. Mais nous voyons ce qui signifie quoi? Vous pouvez laisser votre voiture à l'extérieur et demander à un policier de surveiller ça. Ce policier-là, n'aura pas droit à vous demander de l'argent parce que c'est son travail. C'est pour ça que l'État congolais lui paye. L'État congolais le paye parce qu'il doit surveiller les biens des particuliers, des personnes, des citoyens et ensuite veiller à l'intégrité. Vous voyez. Ok, merci. Donc c'est ça le rôle d'un policier. Merci beaucoup. Nous saluons aussi le développement de notre nouveau général que nous voyons tous les jours. Il est toujours sur terrain, il fait vraiment un très bon travail. Nous saluons cela. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ces numéros. Juste une petite salutation pendant juste 30 secondes à ceux qui ont eu l'occasion de vous suivre afin que nous puissions faire. Merci beaucoup. Je salue mon grand frère, professeur Junior Matangila, et je suis sûr qu'il est en train de me suivre.
Je le salue de là où il est. Je salue aussi ma grande sœur, Stella Matangila, Sarah Matangila. Je salue toute la famille Matangila, mes amis et tous ceux dont je n'ai pas mentionné ici, mais qui font partie de mon cercle fermé. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, je m'en vais rapidement saluer le ministère des Saints-Anges, l'homme de Dieu, l'archange Félix Kaninda, c'est lui qui nous a donné ces beaux cadres que vous voyez pour cette belle émission. Je vais rapidement saluer mon équipe technique derrière la caméra. Là, je vois le grand caméraman Magloire Mani, qui était derrière la caméra, à la compagnie de Moussa Nixon et puis Jessie Kalala. Je n'ai pas oublié Fiston Boyo, qui a toujours été là à mes côtés pour des émissions. Je salue tout le monde, Maman Déborah, Davira Bencia Grasse et bébé Chloé. Je salue aussi Kiara Nanette, qui aime souvent suivre notre émission partie des Brazzaville. Je salue tout le monde, vous tous qui êtes en Europe, qui aimez suivre l'émission, Sylva, professeur Eric, on est là, Marie et tout le monde là. Je vous salue, le pasteur Donsaïd aussi. Je tiens à vous saluer, et le ministère des Saints-Âges. Je ne vous ai pas oublié. Suivez toujours, soyez attachés à nous, collez à nos émissions. Vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je tiens à vous dire merci et au prochain numéro. Bye.